Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre. Bonjour Pierre, comment tu vas ? Bonjour, merci pour ton accueil. Bonjour à toutes et à tous. Et moi, je vais plutôt bien aujourd'hui. Ça va bien. Alors Pierre, comme il est de coutume, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, je vais te demander de te présenter en quelques mots. Essaie de faire pas trop long pour la présentation, je sais que tu es bavard. Je vais faire synthétique. La version synthétique, c'est que je suis un entrepreneur multicasquette. J'ai eu l'occasion de créer plusieurs sociétés dans ma vie, j'ai même l'occasion d'en avoir plusieurs aujourd'hui. Et mon métier, c'est de résoudre les problèmes des gens avec lesquels je travaille. Ça peut être des clients, ça peut être des associés, ça peut être des personnes avec lesquelles je vais collaborer. Et donc quelque part, je suis ce qu'on appelle un problem solver, un entrepreneur as a service. Et voilà, après on pourra rentrer dans le détail si ça intéresse sur le sujet, si on a l'occasion de venir dessus. Mais voilà, je viens du monde de la tech, mais aujourd'hui je suis pas un bon tech, je suis plutôt un généraliste parce que je pratique pas au quotidien. En tout cas, je pratique pas de manière approfondie dans le quotidien. Et par contre, j'ai une vision qui est très très large du monde, et c'est cette vision-là sur laquelle je m'appuie pour résoudre les problèmes auxquels je suis confronté tous les jours. Dac, c'est important de dire que tu viens de la tech. Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent viennent de la tech, donc ça va rassurer. Encore que j'aimerais bien avoir des gens qui viennent pas forcément de la tech, et c'est prévu. Je suis très mauvais en organisation, mais ça viendra. Je voulais juste recontextualiser rapidement. Je t'ai proposé cette invitation. En fait, on s'est rencontrés in real life il y a pas si longtemps, dans les cercles freelance autour de Lyon. Et tu nous as raconté un peu ton parcours et dans ce que tu fais, dans les postures que tu adoptes, il y a un ou deux mots-clés, moi, qui m'ont intéressé, c'est pour ça que je te fais venir aujourd'hui, c'est sur ce sujet-là. C'est un peu les mots-clés, j'allais dire, de valeur qu'on peut apporter en tant qu'individu, et ce qui va avec, souvent, c'est l'impact qu'on peut avoir auprès de nos clients, de notre entourage. Et moi, j'avais envie de causer de ça, si ça te va, toujours. Oui. Ça t'a laissé 5 minutes avant qu'on commence l'enregistrement, j'espère que ça te va encore. C'est parfait. Mais du coup, ouais, j'aimerais bien que tu commences par définir ces termes-là, qu'est-ce que tu mets dedans, histoire qu'on sache un petit peu de quoi on parle. C'est quoi pour toi la valeur perçue ou l'impact, c'est quoi les liens entre les deux? C'est un peu vague, mais je suis sûr que tu peux le faire. Yes. Il y a pour moi un point qui est important, c'est comment je me mets à la place de mon interlocuteur. Que mon interlocuteur, ce soit mon collègue, que ce soit ma direction technique, que ce soit un client, que je sois salarié, que je sois dans un contexte de freelance, de SN, chez le client final, peu importe. La question c'est est-ce que l'important c'est ce que je fais ou est-ce que l'important c'est ce que les autres perçoivent de ce que je fais? Et moi je l'ai vu chez beaucoup de profils tech, puisque c'est de ça dont on parle, où les personnes me disent oui mais regarde ce que je fais et on me comprend pas, et ou regarde ce que je fais et c'est pas vécu à sa juste valeur, c'est pas perçu à sa juste valeur. Et pour moi, c'est cette notion de valeur perçue où déjà il faut comprendre que ce que moi je vis et ce que moi je ressens n'est pas forcément ce que ressent mon interlocuteur ou mon interlocutrice. Et ensuite, sa carte du monde est pas la même que la mienne. Et donc l'important, c'est pas de faire ce que j'estime juste, mais de faire ce que j'estime juste et qui apporte de la valeur à mon ou mes interlocuteurs. Et souvent, dans beaucoup de contextes, qu'ils soient entrepreneuriaux ou salariés, l'incompréhension, elle peut venir de là. Je livre un produit, si je parle de produit, et le produit, il fait pas ce qu'il y a dans la tête de mon client. Alors ça, c'est la grande histoire des produits tech, de la différence, du fossé entre ce qui nous est demandé et ce qu'on livre. Et il y a la grande question de qu'est-ce qui va être perçu. Mais moi, il y a une question que j'aime bien poser dans un cadre entrepreneurial, mais qu'on peut tout à fait poser dans le cadre d'un projet, quel qu'il soit. C'est si on travaille ensemble, qu'est-ce qui fait que à la fin de ce projet ou en cours de projet, tu seras content? Qu'est-ce qui fait qu'on aura abouti à quelque chose qui apportera des résultats pour toi? Alors ça peut être des choses qui sont factuelles, mais il y a aussi des choses qui sont de l'ordre du ressenti. Et moi, la question de si on travaille ensemble, qu'est-ce qui fait que dans 6 mois,
tu seras satisfait ou tu seras satisfaite, c'est une question que je trouve hyper intéressante parce que la réponse m'aide à comprendre une partie de la valeur de mon interlocuteur. Quand on parle de valeur perçue, moi, c'est la première chose qui me vient en tête, c'est si je suis capable d'apporter quelque chose qui fait grandir, qui fait avancer mon interlocuteur, qui fait avancer mes interlocuteurs, parce que des fois c'est une équipe, eh bien, j'ai gagné. Et si j'ai gagné, j'ai mérité ce qu'il y a en face. Ma facturation, mon salaire, le temps passé dessus, l'effort que les personnes ont fait pour aussi travailler avec moi, puisque potentiellement elles doivent s'adapter. Je vais devoir m'adapter à eux, mais elles vont devoir aussi s'adapter à moi. Et donc cette notion de valeur perçue par le client, elle est hyper intéressante parce qu'elle nous oblige à se mettre dans les baskets de notre interlocuteur et à comprendre ses enjeux et à aller un peu plus loin que juste comment je ship les bonnes lignes de code, comment je fais en sorte qu'il n'y ait pas de down quand je mets en prod et comment je fais pour shipper rapidement. En fait, c'est pas le sujet. Moi, j'irais même jusqu'à dire, c'est peut-être un peu provoquant, mais j'en suis convaincu que c'est un point de détail. Moi, il m'est arrivé sur de nombreux projets d'entendre un besoin qui ressemblait à, et c'est un exemple que j'aime bien prendre, on construit un paquebot pour aller chercher le pain au coin de la rue. Et moi, j'ai mon client qui me dit, bah voilà, j'ai un paquebot, il en est fier, hein, parce qu'il l'a payé cher. Et puis il me dit, le fuel, ça coûte cher pour aller chercher du pain, quoi. Et moi, mon rôle, c'est de dire, tu sais qu'on pourrait faire la même chose avec une trottinette, et que cette trottinette, en fait, elle est standard, on n'aurait pas besoin d'aller aussi loin. Et voilà. Et donc la notion de valeur perçue, c'est déjà de se mettre à la place, se remettre dans le contexte, aller passer du temps avec. Moi, il y a quelque chose, si vous l'avez encore jamais fait, vous qui nous écoutez, c'est posez-vous à côté des personnes pour lesquelles vous travaillez. Allez vous immerger dans le contexte. Et ne me dites pas, ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, si c'est pas possible, ça veut dire que vous l'avez jamais essayé ou que quelqu'un vous a dit non. Et dans ce cas-là, il y a la question de comment on lève l'objection et comment on va se poser à côté de la personne. Et vous verriez les choses qu'on est capable de faire en disant, mais regarde, je vais t'aider à prioriser. Parce qu'une liste de fonctionnalités longue tourne le bras, une roadmap, il y en a plein. Si vous posez à côté des personnes et que vous vous rendez compte qu'il y a une tâche qui est faite, qui dure 5 minutes, qui est faite 50 fois dans la journée, vous pouvez amener la valeur. Voilà. Pour moi, cette notion de valeur perçue, c'est comment je me mets à la place de la personne en face de moi et je lui apporte quelque chose qui répond à son besoin à elle. C'est super intéressant ce que tu disais juste avant, comment on se met à côté de la personne et chez nous c'est pas possible. Et je l'ai entendu mais tellement de fois, je l'ai certainement dit aussi un certain nombre de fois parce que ces barrières-là, elles existent sur plein de projets dans la tech. J'ai envie de dire surtout quand tu bosses pour des grosses boîtes, pour des gros comptes qui ont des étages hiérarchiques, administratifs pas possibles, qui font que les équipes tech sont ultra isolées de la réalité des utilisateurs du terrain. Et je pense qu'il y a plein de gens qui voudraient mais qui ne peuvent pas parce que des fois tu sais pas par où commencer quand t'es dans ces groupes-là. Et puis ça demande aussi une force personnelle assez importante de dire non, moi je veux travailler comme ça, je veux apporter de la valeur. C'est une posture qui est difficile à avoir, que tout le monde peut pas avoir à tout instant. Par contre, c'est une posture qui a l'air tellement gagnante des personnes que j'ai entendues récemment en parler. Il y a eu très récemment à Xcraft, il y a eu Aurélien Boudou, lui il bosse plus que comme ça. Il a révolutionné une entreprise qui travaillait avec de la tech en classique. Lui il est arrivé, il a dit non, je vous vends pas de chef de projet, d'architecte, de MOA, de machin, il y a moi. Par contre, ma condition, je veux bosser avec les gars qui vont utiliser le soft. Et du coup, il s'est retrouvé dans la forêt avec des bottes, une tronçonneuse dans les mains pour comprendre ce que c'était le métier de la scierie. Et il a livré un truc de folie. A priori, les gens sont super contents. Donc c'est intéressant. En fait, il a livré de la valeur. Il a livré quelque chose qui sert à des vrais gens dans la vraie vie, sur le terrain. Et en fait, c'est juste ça. Il a rien fait d'extraordinaire, mais en fait, on l'a tellement oublié que ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Et en fait, il a juste fait ce qu'on lui a demandé. Alors, ce qu'on lui a demandé, avec des gros guillemets, en fait, c'est lui qui a posé un cadre. Et moi, c'est souvent l'exemple que j'ai il y a une montagne à gravir pour aller convaincre mon interlocuteur, qui est souvent un décideur qui va prendre
en fait, acte que je vais intervenir, qui va payer la facture, qui va dire on y va. Et cette personne, je dois la convaincre de me laisser faire, de me laisser définir les règles du jeu. Et alors moi, il y a un truc qui arrive et qui est facile à faire, en tout cas qui est plus facile à faire, c'est quand j'arrive dans une situation en mode pompier. La personne, elle s'est plantée. L'équipe, elle s'est plantée. Il y a des trucs qui marchent pas. Et moi, j'arrive et je vais dire, mais ce que je vous propose, c'est qu'on fasse différemment de la manière dont vous faisiez d'habitude. Et si vous faites de la même manière, vous aurez les mêmes résultats. Donc, puisque vous êtes en mode crise, laissez-moi faire. Et ce que vous allez voir, c'est l'état d'esprit, la sérénité de votre équipe quand on aura fini. Maintenant, il va falloir que vous me fassiez confiance, parce que là, pour l'instant, il y a des incendies qui sont allumés à tous les étages. Quand j'arrive dans ce genre de situation, je suis écouté des différentes personnes qui sont capables de prendre une décision, et en fait, elles vont me laisser faire parce qu'elles sont au pied du mur et qu'elles savent plus comment faire. Ça, c'est des situations qui sont pas évidentes à gérer, mais c'est des situations où c'est plus facile de convaincre. Et une fois qu'on a convaincu, moi, je me pose à côté des opérationnels. Et je les regarde faire, et je discute avec eux, et en gros, la question est toujours la même. C'est t'es qui, tu fais quoi, raconte-moi ta vie, en fait. Explique-moi pourquoi tu fais ça. Et à force de pourquoi en pourquoi, on apprend plein de choses. Ça revient beaucoup aux fondamentaux de l'agilité, ce que tu racontes. Les 5 pourquoi, les coachs agiles, ils adorent ça. Le pourquoi tu fais ça, et pourquoi. Normalement, au bout de 5, t'as une route cause. Ouais. Moi, j'en suis à 13. 13 ouais. Pourquoi? En fait, je pose des pourquoi jusqu'à temps que ce soit absurde de poser la question. Je pose des pourquoi jusqu'à temps que mon interlocuteur ait l'impression que je me fous de lui, en fait. En fait, l'idée, c'est de dédramatiser la situation et de comprendre ce qu'il y a derrière. Et moi, en fait, souvent, je dis, j'écoute ce qu'on me raconte, mais je cherche ce qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, les symptômes m'intéressent pas. Tu parlais de route cause. Moi, je suis pas là pour traiter des symptômes. Parce que si tu traites des symptômes, le problème, il réapparaîtra dans plus ou moins longtemps dans un autre contexte. Peut-être qu'on a gagné quelques mois ou une capacité de scaler x2. Mais voilà, moi, je suis pas là pour traiter les symptômes. Et souvent, ce qu'on me demande, c'est combien ça coûte de traiter les symptômes. C'est ce que, un peu en lien à ce que je pensais quand tu disais, il y a des... quand t'arrives en mode pompier, ce contexte-là, c'est des gens qui ont déjà conscience qu'il y a le feu partout. Parce que j'ai vu des projets où concrètement il y avait une équipe qui était à l'agonie, factuellement parlant, une équipe qui était vraiment pas bien, avec des gens qui pleurent un jour sur deux. Enfin, pour moi, c'est une équipe qui va pas bien, mais une direction du projet qui dit il y a 2-3 difficultés, mais bon, ça va. Et déjà, le contexte que tu donnes, c'est des gens qui ont conscience qu'il y a le feu et qu'il y a besoin d'aide. T'as déjà eu le cas où t'as besoin, toi, de faire comprendre aux gens l'ampleur de leurs problématiques, ou est-ce que justement tu choisis tes contextes ou quelque part pour leur besoin d'aide est devenu déjà une évidence? En fait, quand on vient me voir, il y a un problème à régler, il y a un pain, il y a quelque chose qui fait mal. Par contre, souvent, le brief qu'on me donne, il est parcellaire, et on me donne que la vision de la direction, la vision de quelqu'un qui a gueulé un peu plus fort que les autres et qu'on a écouté pour une fois, et on me donne que la partie immergée de l'iceberg. La partie émergée de l'iceberg, voilà, dans l'autre sens. Ce que je ne vois pas quand j'arrive et quand j'écoute le premier brief qu'on me fait, c'est la partie immergée, c'est ce qu'il y a sous l'eau. Donc, on va pas faire appel à moi aujourd'hui juste pour le plaisir. On va faire appel à moi parce qu'à un moment, ça fait mal. Parce qu'à un moment, il y a un truc qui est compliqué. Parce qu'on n'arrive pas à atteindre. Des fois, le truc qui est compliqué, c'est... je pige pas, en fait. J'ai recruté du monde, j'ai mis les moyens, j'ai fait tout comme on m'a dit. Et en tant que décideur, on livre pas. Les clients continuent à gueuler. On doit gérer des indispos. On doit gérer des downtime, si on parle de direction de projet. Mais des fois, il y a des sujets complexes. Il y a... j'arrive des fois dans des situations où il n'y a pas de problème parce que le projet n'a pas démarré. Et le projet n'a pas démarré parce qu'on ne sait pas par quel bout prendre le truc. Parce que on doit mettre 8 métiers autour de la table et qu'on ne sait pas les faire parler. Donc, c'est pas forcément, c'est la crise et il faut régler le problème et mettre une rustine maintenant parce que le bateau coule. Des fois, c'est, en fait, on voudrait faire une traversée de l'Atlantique, mais on ne sait pas par où commencer pour construire un bateau. L'exemple que moi je prends souvent, c'est le dirigeant ou la dirigeante qui vient me voir et qui me dit voilà Pierre, je vais faire les 24 heures du Mans, j'ai pas le permis, on va les gagner ces 24 heures du Mans, c'est moi qui vais conduire la voiture et on va utiliser la 2 chevaux de mon grand-père.
Et en gros, quand ils viennent me voir, le premier truc qu'ils me disent, c'est on va gagner les 24 heures du Mans. Et ensuite, moi, quand je creuse et que je fais ma découverte, j'apprends tout le contexte. Et là, moi, je leur dis, mais c'est quoi votre priorité, en fait? Est-ce que le but, c'est d'utiliser la voiture du grand-père parce que, pour vous, c'est quelque chose d'important? Est-ce que l'objectif, c'est de gagner les 24 heures du Mans? Est-ce que l'objectif, c'est de le faire vous? Et après, je mets des contraintes. Je dis, mais moi, je joue si, ok, vous n'avez pas le permis, mais je vais vous apprendre à piloter, ou je vais vous trouver un coach qui va vous apprendre à piloter, qui va vous accompagner. Je vais vous trouver une voiture, une équipe technique, on va la préparer. Et en fait, on fera ça dans 2 ans, mais par contre, vous libérez votre agenda, vous êtes disponible à 100% les 2 prochaines années. Et en fait, à force de poser des contraintes, j'ai un moment, mon interlocuteur qui me dit, non, mais moi, c'est pas ce que je veux. Je dis, ok, mais c'est quoi que vous voulez? C'est quoi que tu veux? En fait, si on travaille ensemble, valeur perçue, qu'est-ce qui fait que dans 6 mois ou dans 1 an, on aura réussi? Est-ce que l'important, c'est que ce soit toi qui pilotes? Ou est-ce que l'important, c'est qu'il y ait ta marque sur la voiture? Et bien souvent, quand on discute, on se rend compte que on va toucher à des choses qui sont liées à de l'humain, à de l'ego. Moi, j'ai un exemple, je vais prendre un site internet corporate vitrine d'une jolie PME française, et puis on a un budget, il vaut 100. Et puis on se rend compte qu'au moment de signer, le client il me dit ok, mais on va mettre 70 sur la table. Je dis pas de problème, on a priorisé. Et dans les 30% qu'on va pas faire, il y aura pas toute la page sur l'histoire de la famille, sur ta biographie, tout le côté ego trip, on le met de côté parce que c'est pas prioritaire. Parce que tu m'as demandé de sortir un projet qui servait le business. Donc qui permettait de générer plus de ventes, de générer de la réassurance. Et là, tu vois comment ton interlocuteur réagit. Parce que la décision, elle est rationnelle. Moi, j'ai priorisé à partir de l'objectif que tu m'avais donné, et j'ai priorisé chaque bloc fonctionnel, chaque page, du plus important au moins important, et le moins important, c'est le côté ego trip, le côté moi-je. On fait quoi? Et là, tu vois si t'es dans une négo où la personne a la 100, mais elle veut en mettre 70 parce que tu comprends, on peut réduire, ou si la personne, en fait, elle est bloquée et elle peut pas mettre. Et en fait, c'est sur ce genre de sujet, moi j'aime bien prendre ces exemples-là, qui sont des exemples réels que j'ai vécus. Alors les 24 heures du Mans, c'est une image, mais l'idée c'est, on arrive sur des sujets complexes. Et sur ces sujets complexes, on n'arrive pas à les aborder complètement. Alors des fois, on a fait le projet 1 ou 2 fois, on s'est planté. Ou on l'a fait 1 fois, ça marchait, on a voulu le faire 3 fois en parallèle, ça marche plus. On l'a fait 1 fois avec une équipe, il y a des gens qui sont partis, on le refait une 2e fois avec une autre équipe, ça marche pas. Donc on se dit, je comprends pas, c'est des humains. Justement, on se rend pas compte que c'est des humains, mais je leur dis la même chose, je leur donne le même brief, ça marche pas. J'ai vu des équipes où t'as 10 seniors qui partent sur une période de 12 mois, et ces 10 seniors sont remplacés par 10 juniors, parce que tout le monde sait qu'un senior, un junior, c'est la même chose. Il y a le même intitulé dans son poste. Et on me dit, mais je comprends pas, ça marche plus. Alors t'en as d'autres un peu plus fins qui me disent, j'ai mis 2 juniors à la place d'un senior, donc parce qu'ils se comprennent bien que c'est pas le même salaire, c'est pas les mêmes attendus. Là tu dis, mais t'as une équipe de 20 juniors, t'as personne pour les encadrer, t'as personne pour les faire grandir, et toi tu te dis, ça va marcher de la même manière. Et moi, mon rôle, il est aussi de mettre le doigt sur ces trucs qui font mal et dire au dirigeant qui a pris cette décision, est-ce que tu trouves ça normal? Mon but, il est pas de donner les bons et les mauvais points. Mon but, il est pas de dire t'es bon, t'es pas bon, t'as pris une bonne ou une mauvaise décision. Mon but, il est juste d'appuyer là où ça fait mal en disant là, il y a une dissonance. Il y a quelques années, le dirigeant d'un joli éditeur de logiciels qui vient me voir, contexte, 30 personnes dans la boîte, 15 développeurs, 15 tech au sens large du terme. Il y a un lundi matin, il y a le directeur technique et 5 devs qui posent leur démo. 6 sur 15, ça commence à faire beaucoup. Donc lui, il m'appelle et il me dit, j'ai besoin de toi. J'aimerais bien que tu m'aides à recruter pour remplacer les personnes qui sont parties. Et je lui dis, oui, mais non, en fait. Je vais pas faire ce que tu me demandes. T'as une baignoire qui est percée, tu me demandes de la remplir plus vite, parce que l'eau est en train de s'écouler. Moi, je vais d'abord travailler sur faire en sorte que l'eau s'écoule le moins possible par les trous de la baignoire. Donc, on va les reboucher, on va prendre soin. Concrètement, on va bosser sur ta posture de dirigeant et de manager, parce qu'en fait, on va être réaliste de toi à moi. Le problème, si les gens sont partis, c'est toi. Et je suis pas là, moi, j'ai pas d'ego là-dedans, en fait. Je suis pas là pour te dire c'est mal, je suis juste là pour te dire, tu veux que ta boîte, elle fonctionne? Il va falloir que tu changes ta posture et que tu travailles différemment. Et ensuite, on ira recruter des nouvelles personnes. Il m'a dit, mais non, mais moi, je suis pas d'accord. Ce que je te demande, c'est recruter des personnes. Je lui dis, ok, mais sans moi. C'est pas grave, en fait. Je suis pas là pour avoir raison. Je suis là pour t'aider à aboutir à ta solution. Et tout ce que tu veux, c'est une boîte qui tourne. C'est livrer tes projets clients,
C'est avoir de la sérénité, éviter que les clients gueulent parce qu'il y a de l'insatisfaction, parce qu'il y a des bugs. Ok, bah je peux t'aider à faire ça. Par contre, c'est moi qui pose le cadre. Et si tu penses savoir mieux que moi faire et que tu cherches un exécutant, c'est ta liberté. Je te respecte pour ça. Et c'est sans moi. Parce qu'en fait, mon rôle, il est pas juste de faire ce que tu m'as demandé. Mon rôle, il est d'atteindre, d'aboutir le projet. Je vais donner un dernier exemple qui m'a marqué il y a quelques années. Une PME d'une 20aine de salariés. Et je signe avec un dirigeant. On signe le contrat. On est dans la même pièce. Au moment où le contrat est signé, je lui dis, il me faut ton ordinateur et ton smartphone. Il comprend pas trop, mais il me les donne. Et je lui dis, bah voilà, à partir de maintenant et pour les 15 prochains jours, t'es en vacances. Tu t'en vas. Je veux plus te voir. On cut tes accès. T'as plus accès. Tu pars en vacances. Parce que dans les problèmes que t'as, c'est que ça fait 5 ans que t'as pas pris de congé et que aujourd'hui, tu n'as pas l'esprit libre pour être en capacité de prendre les bonnes décisions. Et lui, sa grande inquiétude à ce moment-là, c'était, mais comment on fait pour que la boîte, elle tourne? Je lui dis, mais t'as signé un contrat, c'est ma responsabilité. La boîte, elle va tourner. C'est mon problème. Et alors, j'ai fait quoi juste après? Parce qu'en fait, il lui a fallu quelques minutes pour accuser le coup, et au bout de 5 minutes, en fait, il était passé à autre chose. Il était vraiment passé à autre chose. Il a accepté, il a lâché prise, parce qu'en fait, je lui ai imposé. Et comme je lui ai imposé que c'était pour son bien, bah, il a accepté. Ensuite, j'ai été voir l'équipe, je l'ai réunie, et je lui ai dit, bah voilà, le contexte, c'est ça, c'est le problème qu'on a eu. Ce que je vous propose, c'est qu'on va travailler tous ensemble, et on va, livrer ce qu'on doit livrer, on va faire en sorte que ça tourne. Et donc, moi, ma question, c'est, vous voulez faire ça comment? Là, il y a 15 jours de liberté. Et si personne ne veut, c'est pas grave, hein, on coule la boîte. Mais la réalité, c'est que vous êtes dans le bateau. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on a bossé ensemble. Et en fait, il y a eu un effet de bord que moi, j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a des personnes qui n'étaient pas suffisamment écoutées à l'interne et qui osaient pas forcément, ou qu'on n'écoutait pas, ou que potentiellement, un jour, elles avaient fait une recommandation qui n'était pas forcément quali, et donc derrière, en fait, on les écoutait plus. Moi, j'ai fait en sorte qu'on écoute tout le monde, j'ai fait en sorte qu'il y ait de la communication en interne. Je dis pas que ça a été facile, il y a eu du boulot. Par contre, ça a été faisable. Mais c'est ce genre d'exemple où, en fait, est-ce que j'arrive toujours sur du pompier? Non. J'aime bien tes exemples, tes anecdotes comme ça. J'essaie de me mettre à la place des personnes qui nous écoutent là. Toi, ta posture, tes récits, ton profil font que t'as un impact très haut niveau. T'es proche des décideurs, t'es proche des équipes de direction, du management, tout ça. J'essaie d'imaginer comment ça peut se traduire, la réflexion autour de l'impact, pour des profils plus en bout de chaîne. Posture dev, comment en tant que dev tu peux avoir ce type d'impact, mais du coup à une autre échelle, parce qu'il y aura pas le même impact. Là, l'équipe que tu décrivais, le fait que tu, même dans la douleur, même si ça a été difficile, t'as changé, entre guillemets, t'as changé les règles du jeu en termes de communication, de gestion de l'équipe. Il y a des profils qui ont pu prendre une forme d'essor et avoir plus d'impact au niveau local. J'ai envie de me poser la question, comment ces personnes-là auraient pu y arriver si t'étais pas là? Est-ce que c'était impossible? Est-ce qu'il y a quand même des leviers? Moi, je me pose la question de, moi, quand je cherche des missions, je propose mes services, j'essaie de voir les problématiques de mes clients. J'ai pas le réseau dont tu disposes pour adresser ce type de profil. Est-ce que malgré tout je dois tirer un trait sur le fait d'avoir un impact sur l'équipe? Je sais pas si toi t'as une vision là-dessus. Ouais. Moi je trouve ta question elle est intéressante. Moi je vais juste le résumer par un terme que tu as utilisé, c'est les règles du jeu. Le sujet pour moi, c'est ce sujet des règles du jeu. Le point important sur les règles du jeu, c'est de savoir et d'être au clair sur quelles sont les règles du jeu avec lesquelles on joue. Et ça, c'est un point hyper important, c'est si on est au clair sur quelles sont les contraintes du projet, qu'est-ce qu'on doit atteindre,
Avec quelle équipe? Comment? C'est beaucoup plus facile d'être créatif sur la valeur qu'on apporte. C'est beaucoup plus facile de dire je m'ajuste, je m'adapte. Et surtout, si on reparle de la valeur perçue, c'est beaucoup plus facile d'avoir de la valeur. Moi, il m'est arrivé dans certains projets, si je reprends sur des projets où on bosse avec une équipe tech et on doit livrer un produit, de faire du code crade parce qu'il fallait livrer. Le sujet de livrer, c'est vraiment le sujet de en fait on fait un MVP et on doit prouver que ça marche. C'est tout. En dehors de ce cas très spécifique, si on doit shipper du code qui va en prod, il y aura des milliers ou des millions d'utilisateurs connectés en même temps dessus, on va pas travailler de la même manière. Et donc, si je sais pas ce qu'on attend de moi, c'est compliqué de répondre à la question. Et donc, aujourd'hui, oui, quand moi je me positionne sur de la direction de projet, que j'arrive sur des sujets complexes et que je discute avec un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise, oui, j'ai une posture que certains n'ont pas et je vais avoir des opportunités que certains n'auront pas. Par contre, le fait de pas avoir cette opportunité ne veut pas dire qu'on n'a pas d'opportunité. Elle veut dire qu'on a d'autres opportunités, mais à notre niveau, avec notre prisme, dans notre équipe, dans notre contexte. Donc la question à se poser, c'est quel est mon contexte? Quelle est la valeur que j'apporte dans ce contexte? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Moi, je discute régulièrement, par exemple, avec des développeurs freelance qui me disent le contexte me convient pas. J'ai encore eu là récemment. Ce qu'on me demande, c'est de l'exécution, ou ce qu'on me demande, c'est de faire du code et puis les reviews, elles mettent du temps, ou on est sur du cycle en V et ça marche pas. Et je leur dis, mais qu'est-ce qu'on attend de toi en fait? Qu'est-ce qu'on attend de toi et est-ce que ça te convient? Parce que t'as aussi la liberté de dire le poste dans lequel je suis ne me convient pas. Alors ne me convient pas, qu'est-ce que je peux faire évoluer? Ou ne me convient pas, il y a un moment, est-ce que je peux changer? Alors changer veut pas dire se lever en mode rage quit et claquer la porte. Ça veut se dire déjà comprendre. Si je suis pas bien dans mon quotidien de ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je peux mettre en place pour être mieux demain? C'est-à-dire que si je me dis, je suis salarié, je suis sur un gros projet, je fais du dev, peu importe le langage, dans un certain mode de fonctionnement, et il y a un moment, il y a des choses qui me conviennent pas. Ok, est-ce que je suis en capacité de les faire changer? Est-ce que moi, je peux m'adapter? Est-ce que je peux en apprendre des choses? Et puis, si vraiment c'est pas possible et qu'à un moment je sais que je vais quitter, qu'est-ce que je peux trouver d'autre qui va correspondre à mon besoin? Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour comprendre ce qui ne me convient pas pour que ce soit résolu? Ça me rappelle une vieille anecdote là-dessus. Tu parlais de la posture de salarié. J'ai envie de dire, si vous êtes salarié et que vous écoutez ça, c'est des questions qui sont hyper importantes à se poser. Si ce que je suis en train de faire ne me convient pas, qu'est-ce que je peux faire? Et si vous n'arrivez pas à poser ces questions-là, parce que quand on est junior, ça peut être difficile de se rendre compte de poser ces questions-là. Moi, je l'ai vécu au tout début de ma carrière, un des premiers projets que j'ai fait. Je suis arrivé sur le projet et on m'a dit, un des premiers projets où je suis staffé, tu rejoins telle équipe, tu vas coder avec cette équipe-là, on va te présenter le truc. Et on me présente le truc, et en fait, on me file des trucs à faire. Sauf qu'en fait, je comprends pas ce qu'on attend de moi, je comprends pas ce qu'on me demande de faire. Moi, j'ai un profil de développeur, et je me retrouve à devoir écrire des specs fonctionnels. Et je suis junior, et en fait, je comprends pas, je me dis, peut-être que je suis quand même censé le faire, alors j'essaye, et puis je muse, et puis je travaille pas, en fait, parce que je travaille pas. Je passe mes journées à rien arriver à produire, et en fait j'ai traîné tellement longtemps, j'aurais pas dû, parce qu'à un moment j'ai juste écrit à je sais plus mon manager ou je sais plus à qui j'ai écrit, genre c'est compliqué, j'y arrive pas. Ah, pas de problème, je contacte ton chef de projet, vous prenez une demi-heure et vous redéfinissez les rôles. Toi, avant d'y aller, réfléchis à ce que tu veux faire. Lui, il va réfléchir à ce dont il a besoin, voir comment vous pouvez trouver un truc, et on a requalifié le contenu de la mission. Factuellement, ça a pris une demi-heure. Hein. Il m'a dit, tu veux faire quoi? Tu veux pas faire des specs fonctionnels? Y a pas de problème. Tu veux faire du code? On va te mettre que sur du code. Y a pas de souci. On a des analystes, on va trouver. Y a du besoin de partout. Alors c'est un gros projet. Et c'est hyper important effectivement de poser ces questions-là pour déjà juste survivre, pas se retrouver dans une situation où on subit 100% de ce qui se passe. Ça veut pas dire qu'après ça, toute la mission était trop cool et que j'ai vécu les meilleurs jours de ma vie, hein. Ça restait un vieux projet un peu délétère, mais voilà, il y avait des trucs intéressants. Ouais.
Sur le cas du junior, moi j'aimerais bien juste réagir là-dessus. La grosse difficulté pour le junior, c'est qu'on ne sait pas à quel moment faut dire stop. C'est-à-dire que dans certains contextes, est-ce que je dois dire stop à 15 minutes, 2 heures, un jour, parce que je sais pas faire. Globalement, si vous avez vraiment passé de manière appliquée 6 ou 7 heures sur un sujet et que vous avancez pas, là c'est le moment de lever la main, d'aller voir un senior, d'aller voir un binôme et de lui dire je bloque. Mais dans certains cas, le brief, on est sorti de la salle de réunion, le brief il est biaisé, il me manque un élément, c'est le moment de dire c'est pas possible. Alors forcément, quand on a un peu plus de recul et qu'on est un peu moins junior, forcément il y a des choses où on aura plus l'habitude, donc on sera capable de dire en fait le brief qu'on m'a donné il tient pas la route, et donc comme il tient pas la route, je vais m'arrêter, je vais aller demander, je vais pas faire ce qu'on me demande, je vais d'abord aller demander du contexte supplémentaire. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut mettre en place. Et c'est souvent ce que je dis, c'est ne restez pas bloqué pendant longtemps, posez des questions, et ça revient même que ce que je disais tout à l'heure, c'est ayez un contexte qui soit le plus clair possible. Moi, il m'est arrivé, et c'est drôle parce que j'ai des interlocuteurs qui dans certaines missions, mais potentiellement même il y a longtemps, qui me disaient mais je comprends pas pourquoi tu poses toutes tes questions. Parce qu'en fait, si je sais pas ce qu'on attend de moi, ce qu'on attend de l'équipe, ce qu'on attend de nous, je sais pas quoi faire en fait, parce que le but c'est pas, je m'en fous de faire des lignes de code, je m'en fous d'aller former une équipe ou de faire une conf, ou peu importe en fait, je m'en fous de faire ce qu'il y a dans ce que vous me demandez de faire d'un point de vue opérationnel. Moi ce qui m'intéresse c'est comment on atteint l'objectif. Et la question c'est quel est l'objectif. Alors moi un exemple que j'aime bien prendre qui peut parler en dehors du monde de la tech et dans la vraie vie, c'est un ami qui m'appelle et qui me dit qu'il veut organiser un dîner pour ce soir. Il veut inviter du monde à manger à la maison. Et en fait, moi, la question, c'est, t'invites combien de personnes? Qu'est-ce que tu veux faire vivre à ces personnes? C'est ça le sujet, parce que selon ce que tu vas me donner comme réponse, je vais pouvoir t'aider à définir un menu, définir le matériel qu'il faudra, et puis en fonction des contraintes. Et souvent, on vient me voir en me disant, Pierre, j'ai un dîner ce soir, est-ce que tu peux me prêter un couteau? Oui, mais en fait, je sais pas de quel couteau on a besoin. En fait, le couteau, c'est les lignes de code. Le couteau, c'est ce qui va vous aider, c'est vos frameworks, c'est votre boîte à outils. Et en fait, c'est un peu le grand classique de Pierre, on fait une refonte, on fait du PHP Laravel ou on fait du Java. Et j'en sais rien, en fait, je m'en fous. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est t'es qui, tu fais quoi comme business, tu viens d'où, tu vas où. Parce qu'en fait, si tu organises un dîner ce soir à la maison et que tu reçois 70 personnes, peut-être que la première chose qu'on va faire, c'est de louer une salle et de trouver un chef. Et donc, en fait, t'auras pas besoin de mon couteau. Dit autrement, dans le monde du code, peut-être qu'avec un outil SaaS du marché ou avec du no-code, on fera le même job. Mais je peux pas te faire une reco tant que tu m'as pas donné le contexte. Je peux pas te donner un avis. Alors forcément, la différence entre un junior et un senior, la différence entre un profil plus exécutant et un profil de direction de projet, c'est qu'on n'a pas la même expérience et donc on va peut-être avoir des habitudes pour aller plus vite parce qu'il y a des choses qu'on a déjà vues, il y a des erreurs qu'on a déjà faites. Mais c'est la seule différence. C'est-à-dire que je suis pas plus intelligent qu'un profil junior. J'ai juste vu plusieurs dizaines de milliers de contextes différents qui m'aident à prendre du recul, à comprendre une situation peut-être plus vite et à éviter certains écueils que vont faire d'autres personnes. Mais par contre, en termes de posture, c'est possible. Donc la question elle est toujours la même. Si on vient vous voir avec cette histoire du repas et qu'on vous demande quel est le couteau, il y a la question du repas. Voilà, donc ça, c'est pour moi, c'est un premier élément. Et il y a un deuxième élément, c'est quand on cuisine un repas, il y a un moment où on se pose, et on définit le menu. Si on définit pas le menu, voilà ce qui va se passer. On va partir au magasin. Dans le magasin, on va définir ce qu'on fait comme entrée. On va faire nos courses. On va revenir chez nous. On va cuisiner notre entrée. Puis à la fin de l'entrée, on va se dire, mais il faut que je fasse un plat principal. Donc on va repartir au magasin, refaire nos courses, revenir pour notre plat principal. Et vous me voyez venir, vous allez refaire la même chose pour le dessert. Et là, vous allez me dire, je suis épuisé. Le fait d'avoir organisé un repas pour 10 amis à la maison, je suis sur les rotules. Et moi, mon rôle, ça va être de vous dire, tu sais que si tu t'étais posé 20 minutes en amont pour définir ce que tu voulais faire comme repas, définir le matériel dont tu avais besoin, les matières premières, ouvrir ton frigo, regarder ce qu'il y avait dedans, tout d'un coup, ça aurait été plus facile. Et donc, ça, c'est un exemple que je prends souvent, et moi, je l'ai dans beaucoup de projets où on me dit, c'est long, c'est chiant, c'est compliqué. Je leur dis juste, je vais vous raconter une petite histoire, et voilà ce que vous faites aujourd'hui. Vous préparez un repas pour vos amis, vous allez faire des courses 3 fois. Oui, fais comme ça. Moi, j'ai pas envie. Par contre, si on prend le temps de se poser,
Et se prendre le temps de se poser, même quand c'est urgent, même quand c'est critique, même quand il y a le feu à tous les étages. Se poser 1 heure ou 2, ça va juste nous permettre de poser un cadre et de savoir ce qu'on fait. T'as entendu parler d'un truc qui s'appelle DDD ? En fait, c'est une question rhétorique, hein. Là, toute l'histoire que tu racontes, ça me rappelle une des premières présentations où j'ai commencé à comprendre de quoi ça parlait, DDD. C'était une presse en Meetup qui était faite par l'ami Emilien Pécoul, fondateur de Sur Lyon, de Hacker Job, de Super Indep. Et lui, il prenait le cas... Et j'ai un pote qui descend de Paris parce que le week-end sur Lyon, il a besoin d'un plan. Bah, je lui file un gros plan de Lyon. Et puis le plan de Lyon, il fait mais il y a toutes les rues, tous les machins, c'est je comprends rien ton plan de Lyon. Ah, tu veux faire quoi? T'arrives en voiture, j'arrive par la gare, je vais tout faire en transport en commun. Ah, bon alors je te sors un plan TCL. Ah oui, mais et en fait tu poses des questions et à la fin en fait le gars il t'explique en fait je vais voir un match de foot au stade qui est en périphérie. D'accord, ok, bon tu arrives à la gare, tu prends le tram machin et voilà t'as ton plan et pour revenir à ton hôtel, voilà le besoin. Et en fait c'est la démarche que tu expliques, c'est exactement de ce que j'en perçois en tout cas, c'est exactement celle-ci. C'est de revenir aux fondamentaux. C'est quoi ton business? C'est de quoi tu as besoin? Pas de quoi tu penses avoir besoin, ne me sors pas ta solution que tu imagines, de quoi tu as vraiment besoin, c'est quoi ta problématique que je peux t'aider à résoudre aujourd'hui. Et en fait, je sais pas si t'es un expert en DDD, mais quelque part tu fais du DDD stratégique dans ton quotidien. Ouais, c'est marrant parce que c'est un terme que j'utilise très peu, le DDD. Maintenant, je suis d'accord avec toi. C'est très très proche et c'est même similaire. Moi, il y a un petit tip, c'est quand on me dit Pierre, trouve-moi une voiture pour aller d'un point A à un point B. Mon rôle, c'est de prendre un pas de recul et de me dire est-ce qu'on a vraiment besoin d'une voiture? Parce que si le point A et le point B, il y a 500 mètres et que on est valide, une paire de baskets, ça suffit. Et ensuite, de me dire pourquoi la personne, elle voulait me faire prendre une voiture. Et de comprendre le pourquoi. Et la question pourquoi, moi, c'est l'une de mes questions préférées. Hein, c'est pourquoi, je la pose beaucoup. Et en fait, le fait déjà de prendre un pas de recul permet des fois de trouver une autre solution. Donc ça, le DDD nous le fait et c'est une bonne approche. Mais le fait de dire pourquoi mon interlocuteur voulait m'imposer ça? Est-ce que c'est son mode de fonctionnement? Est-ce que c'est son habitude? Est-ce que c'est parce qu'en fait, il vend des voitures, donc il a peut-être intérêt à utiliser une voiture. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est de comprendre d'où on vient, de comprendre. Encore une fois, on parle de la valeur perçue tout à l'heure, de comprendre comment fonctionne mon interlocuteur. Alors, la difficulté, c'est quand j'en ai plusieurs. Et moi, je l'ai déjà vu sur des projets avec des objectifs qui étaient différents selon les interlocuteurs. Et donc, j'ai en face de moi un CODIR, donc un comité de direction, j'ai 8 personnes, et ils vont pas dans la même direction. Et donc là, moi, la grande question, c'est, avant qu'on prenne une décision, j'ai besoin de les mettre autour de la même table, et j'ai besoin qu'ils se mettent d'accord. On ne bougera pas et on ne fera rien tant que vous n'êtes pas d'accord. Et quand je dis ça, souvent j'ai des gens en face qui me disent mais je comprends pas pourquoi le projet démarre pas. Parce qu'en fait vous m'avez pas donné de direction. On est sur un bateau et je sais pas où je vais. Je peux faire beaucoup de choses. Mais par contre si vous me donnez 8 directions différentes, on va galérer. Et c'est ça le sujet. Le sujet, c'est d'abord se mettre d'accord sur là où on va. Alors forcément, vous qui nous écoutez, en fonction du contexte dans lequel vous êtes, en fonction du pouvoir que vous avez, en fonction du niveau hiérarchique, il va falloir le faire adapter à votre niveau. Mais potentiellement, vous allez peut-être pas comprendre où va le paquebot. Mais si vous êtes en cale, la question c'est qu'est-ce qu'on attend de vous? Si ce qu'on attend de vous, c'est que la chaudière, elle reste toujours à plus de 100 degrés, votre rôle, c'est que la chaudière, elle reste à plus de 100 degrés. Par contre, ça peut valoir le coup de comprendre de manière un peu plus macro de pourquoi. Même si ça prend un peu de temps. J'ai plein de parallèles, en fait, avec ce que tu racontes. Ça me refait penser, j'aime bien citer des gens qui m'ont inspiré à des moments importants. Il y a un mec qui s'appelle Arnaud Lemaire, qui est développeur, qui était à l'origine, je crois, basé à Bordeaux. Il avait fait une conférence, justement, où il expliquait, où il incitait les devs à arrêter de passer leur vie dans ce qu'il appelle l'espace de solution et à passer plus de temps dans l'espace du problème. Et ça revient exactement à ce que tu dis, se poser la question, on me demande une voiture pour faire ça, peut-être pour faire 500 mètres, en fait on sait pas pourquoi t'as besoin d'une voiture, c'est quoi en fait la problématique. Là tu m'apportes
déjà une solution. Tu veux que je t'aide à mettre en place ta solution. Moi, mon boulot, c'est de poser la question, c'est quoi vraiment ton problème? Parce que tu me proposes une solution, moi je suis tech, toi tu ne l'es pas. Donne-moi le pourquoi et le comment, je me débrouille avec ça. Et ça, je pense qu'à tous les niveaux de dev, enfin à tous les niveaux techniques, on peut avoir un espace cette partie-là du comment, c'est mon affaire. Quand on a un profil ultra senior, un peu type architecte, le comment, la solution globale, on a. Mais c'est au dev, local, qui va savoir le comment micro, à petite échelle. Il va s'insérer dans une grande archi, mais le comment, c'est pas à l'architecte de le dire. Lui, il sait pourquoi il a mis en place cette archi, il sait vers où on va. Et les devs vont s'insérer là-dedans, mais savoir comment tu vas dispatcher dans tes méthodes, c'est pas à l'archi de décider ça, c'est au dev. Et le dev s'occupe du comment. Après, le pourquoi, c'est bien de pouvoir remonter, de comprendre pourquoi l'archi a mis en place cette archi-là, pour pas la tordre quand on code au quotidien. Enfin voilà, c'est applicable à plein de degrés. Et là-dessus, on parle de valeur et d'impact. C'est Hugo Lassiège, le fondateur de Malte, qui avait fait une conférence et des articles là-dessus sur la valeur, parce que aujourd'hui on vit dans la tech, tu fais 50 devs, ça y est, t'es senior. Alors c'est sympa d'être senior au bout de 5 ans d'expérience, sauf que il reste 35-40 ans de carrière à remplir, on fait quoi après? Et en gros, si je résume très vulgairement ce qu'il raconte, lui il mesure la seniorité des profils par le périmètre de l'impact que les personnes peuvent avoir. En gros, tu vas être dev senior si tu as un impact en gros sur ton écosystème technique très local. Si tu es capable d'avoir en gros, et après ça déroule plus ou moins la grille de salaire et de fonction qui va derrière. Si t'as un impact qui peut sortir de l'équipe et adresser une DSI, adresser une entreprise tout entière, adresser un secteur de métier, adresser une industrie, voilà, c'est un peu différents paliers d'impact qu'on peut avoir. Avec la valeur qui va avec, si on prend tous les pères fondateurs de la tech comme on la connaît aujourd'hui, ceux qui ont co-signé le manifeste agile, ils ont eu un impact sur une industrie à l'échelle mondiale. Là tu parles d'impact. Le but quand on est junior, c'est pas de viser ce type d'impact dans les 6 mois. Si ça doit arriver, ça arrivera. On n'est pas tous voués à faire des carrières pareilles. Et c'est très bien comme ça. Faut arrêter de se mettre la pression à vouloir que tout le monde devienne le futur Bezos ou qui tu veux. Personnellement, c'est pas une fin en soi. Mais mesurer cet impact-là, et j'essaierai de mettre le lien dans la description si j'y pense sur l'article de Hugo. Je trouve ça assez intéressant ce qu'il met justement vraiment les périmètres d'impact, et avoir conscience qu'en tant que junior, c'est pas parce que ça fait 6 mois, 1 an qu'on bosse, qu'on peut pas avoir un impact et avoir une utilité et vraiment adresser de la valeur. Et ça me paraît super important, moi en tant que freelance, de mesurer la valeur et l'impact que je peux avoir, parce que c'est directement corrélé au TJM que je vais pouvoir proposer. En tant que salarié, c'est directement corrélé aux augmentes qu'on va pouvoir demander, aux évolutions de poste et aux futurs postes qu'on va pouvoir aller démarcher ailleurs. Je fais pas forcément de distinction là sur la structure juridique qu'on a, quoi. Je suis halluciné quand je discute avec des profils tech, puisque c'est du sujet dont on parle, et je leur dis à quoi tu sers, quelle valeur t'apporte dans ton entreprise, dans ton organisation. Et que la personne, elle n'est pas capable de me répondre de manière précise, en fait, parce qu'elle s'est jamais vraiment intéressée au sujet. Et là, je me dis, mais pourquoi tu te lèves, en fait? C'est quoi le sens de tout ça? Est-ce que tu le fais par passion? Est-ce que tu aimes faire du code? Est-ce que ce que tu aimes, c'est d'être avec tes collègues? Voilà, mais en tout cas, de comprendre le contexte et l'enjeu, et de savoir pourquoi en fait, tu es là en ce moment, et quel est ton impact? Et moi, je trouve que la question elle est hyper intéressante, parce que la réponse nous donne aussi un niveau de maturité sur le marché. Ça peut faire peur, je pense, aux gens. Pourquoi je suis pourquoi t'es là? Pourquoi t'es fait? Pourquoi j'existe? Où va la vie? Alors, on va te répondre 42, et puis voilà, on a fini le débat. Mais non, c'est des questions qui sont potentiellement difficiles à se poser, parce qu'il faut quand même être... alors, paradoxalement, j'allais dire, il faut être bien dans ses baskets, mais en fait, c'est les questions qui sont les plus importantes à se poser si on n'est pas bien dans ses baskets, parce que c'est là que va partir la solution. Mais c'est à ce moment-là qu'elles sont les plus difficiles à se poser aussi.
elles sont aussi difficiles à se poser quand on a une espèce de routine dans laquelle on est bien. Ça, tu nous en parlais en soirée à Cœur Job quand t'es intervenu. Si l'objectif en tant que freelance, c'est de vendre des jours, vendre du temps, de faire de la régie, tout va bien. Moi, j'ai fait ça pendant longtemps et en fait, je me pose la question de est-ce que finalement ça me va vraiment ? Est-ce que je me vois faire ça longtemps ? Si je veux changer ça, parce que je me rends compte que c'est peut-être pas que ça que j'ai envie de faire. Ok, mais dans ces cas-là, je veux aller vers où ? Et ça, c'est compliqué parce que souvent, en fait, j'ai envie d'aller, je sais pas où je veux aller. Donc, faut que j'essaye des trucs. Ça va marcher plus ou moins bien. Je vais sûrement me planter. Et c'est marrant parce que ça me fait une transition parce que en parlant de se planter, tu me disais récemment que t'aimes bien te planter sur certains trucs. Enfin, de planter. Ouais, j'aime bien essayer des choses. Pour moi, c'est hyper important d'essayer des choses. Pour moi, entreprendre, c'est prendre un projet et de chercher une solution, de prendre un problème et d'essayer de trouver la solution. Alors, quand tu parles de essayer des choses, ça peut être aussi du mimétisme. Moi, il m'arrive de dire ma vie, je voudrais la faire évoluer, je voudrais des choses différentes et en fait, je voudrais qu'elle ressemble à quoi. Alors, des fois, le plus simple, c'est pas de dire à quoi, mais c'est de dire à qui. C'est qui serait mon rôle modèle. Qui serait la personne qui m'attire. Alors, je suis pas obligé de tout prendre dans un rôle modèle. Je peux déjà prendre une partie de sa vie. Ça peut être sa vie pro, ça peut être une manière, une posture, ça peut être, tiens, telle personne, elle est à l'aise sur scène aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire mais qui me fait peur. Ok, qu'est-ce que je vais faire ? Tiens, cette personne, elle maîtrise vraiment tel techno, elle a l'air d'avoir fait des super projets complexes là-dessus, ou des projets at scale, à l'échelle. Qu'est-ce que on peut faire ? Qu'est-ce que moi je peux faire, ou qu'est-ce que je peux mettre en place pour atteindre le même niveau que cette personne. Voilà. Et donc ça peut donner des défis de le faire. Après, tu parlais des échecs. Pour moi, si tu essayes des choses, il y a un échec. Dans le sens où s'il n'y a pas d'échec, c'est que tu n'essayes rien. Et donc, pour s'habituer à l'échec, c'est bien d'en avoir des petits. Maintenant, je suis sûr que tous et toutes, vous avez tous eu des échecs, puisqu'en fait, vous avez tous appris à marcher. Et quand tu apprends à marcher, un enfant, il n'apprend pas à marcher en se levant un jour. Et en marchant parfaitement, en fait, il essaye, il se plante, il tombe de pas très haut. C'est ça le sujet, et c'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire que il faut pas forcément faire un truc hyper gros sur lequel on se met en danger. On peut faire un petit truc sur lequel on apprend, et puis on se plantouille, on fait une erreur, il y a un truc qui marche pas, et puis on apprend. Donc pour moi, c'est vraiment ça la notion d'échec. Et aujourd'hui, je serais pas honnête en vous disant que j'ai jamais eu d'échec. Ça voudrait dire que j'ai jamais entrepris. Et comme en fait, j'entreprends régulièrement. J'ai des échecs régulièrement. Alors ces échecs, ils sont toujours mesurés. Et l'idée, c'est que je les fais avec un filet. Et ce filet, un petit peu comme les cascadeurs, c'est à force de faire, on sait où est-ce qu'on met les filets, on sait sur quoi on est plus ou moins sensible, parce qu'on est fait différemment, et on sait le niveau de risque qu'on est capable d'accepter. Ça, on le sait à force d'être au contact de l'échec. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, carrément, j'ai toujours peur quand on aborde ces sujets de sombrer dans le post inspirant LinkedIn, ce qui ne te détruit pas te rend plus fort, il faut échouer, machin. Mais il y a de ça de vrai, effectivement, ceux qui ne ratent rien, c'est ceux qui ne tentent rien. Et se planter, c'est pas grave, sans sombrer dans le bashing, ouais, en France on donne pas de valeur à l'échec, à l'essai, à la limite ça je m'en fous. Mais effectivement, essayer des trucs, pas que ça devienne un gros mot rédhibitoire, l'échec, parce que ça peut faire, ça fait mal la première fois que tu te plantes, parce qu'on oublie qu'on a appris à marcher et qu'on s'est vautré un nombre de fois absolument incalculable. Quand on est adulte, ouais, des fois ça peut faire mal. Je vois plein de gens qui se découragent rapidement. Je jette pas la pierre du tout, mais tu parlais de prendre la parole en public. Il y a plein de gens qui veulent tenter de faire des conférences, donc qui répondent à des CFP pour aller en conférence et qui sont refusés parce que c'est le jeu, parce qu'en fait les orgas de conf reçoivent des centaines de sujets et en général il y en a même pas il y en a entre 10 et 20% qui sont gardés. Donc forcément il y a un gros taux de refus et il y a plein de gens qui de toute façon c'est pas pour moi, j'abandonne. En fait ok, ça a pas marché une fois. Par contre, essaye pas 2 fois de la même façon.
il y a de l'accompagnement, il y a des gens qui connaissent un peu les trucs et astuces pour être mieux pris. Juste t'as peut-être pas eu de bol, parce que ça se trouve il y avait trop de sujets tellement bien, le tien était juste un peu bien et il y avait des trucs trop bien. Enfin, et c'est pas grave, ouais, de se planter. Là, je prends cet exemple-là parce que c'est un truc que je connais bien et sur lequel j'ai eu la chance de passer au-delà de mes échecs et en fait, j'en ai encore maintenant. Il y a plein de gens qui me disent ouais, mais toi, t'as de la chance, t'es pris en conférence. Tu rigoles, le taux de refus que je prends, il est colossal. Enfin, j'ai eu un talk qui a bien marché pendant 1 an, ensuite pendant 1 an et demi, 2 ans presque, j'ai rien qui est passé. Tous les sujets que je proposais étaient retoqués. Et parce que ce qu'on voit de toi, c'est quand tu montes sur scène, il y a personne qui te voit le nombre de fois où tu postules. Et ça c'est le grand sujet. Alors moi, la personne qui m'appelle en me disant Pierre, j'ai pas été pris à un CFP, c'est un échec, j'en peux plus, j'en ai marre. Je vais lui dire mais très bien, mais t'as une équipe, t'as un job, t'as un coworking, t'as des gens autour de toi, t'as des assos, va donner un talk de 20 minutes un midi. Vas-y. C'est ça. Et en fait, il y a un moment, si tu me dis, non, mais moi, j'arrive pas à monter sur la plus haute marche, et que tu me dis, bah, non, mais la vie, elle est nulle, en fait, je vais juste te dire, coupe la marche en 2, en 3, en 18, on s'en fout, fais un petit truc. Montre-moi, fais la différence, prends la parole, ouvre un compte Twitch, en fait, prends, en fait, ce qui te permettra d'être plus à l'aise, et ce qui te permettra d'avoir une petite réussite. Et si tu n'y arrives pas sur une grande scène d'une grande conftech, bah, en fait, c'est potentiellement que t'es peut-être pas encore prêt ou que en fait t'es peut-être pas encore visible. Pour être visible, fais des petites choses. Et moi souvent on me dit mais en gros Pierre t'as de la chance. Non, j'ai pas de chance. C'est le fait d'avoir de la chance, c'est manger des pommes. Mon métier, c'est de me mettre au milieu du verger. Ça veut dire quoi dans le monde des confs? Ça veut dire que j'accepte quand on me propose des choses dans des petites associations, dans des petits comités, et que si je dis oui à chaque fois, les gens vont me rencontrer, vont me voir, ça va me permettre de m'améliorer, parce qu'il y a aussi le sujet de comment je peux faire mieux. Potentiellement, j'ai des choses à travailler, j'ai un discours, j'ai une manière de présenter les choses. Et puis si je dis non à chaque fois, et je dis non, mais attends, moi, tant qu'il n'y a pas 1000 personnes dans la salle, je me déplace pas. En fait, j'aurai jamais 1000 personnes dans la salle. Donc, on fait petit et on grandit. 1000 personnes, j'ai pas fait encore jusque-là. Même si j'ai quelques réussites dont je suis plutôt satisfait. Mais oui, j'aime bien dire qu'il y a... Enfin, la notion de chance, c'est très relatif. Disons qu'il y a... le fait de passer, de réussir à passer dans un certain nombre de confs, c'est une chance. Après c'est une chance parce que je suis privilégié de pouvoir d'avoir une situation qui me permet de prendre du temps de bosser là-dessus. Après c'est aussi des opportunités qu'il faut arriver à prendre au bon moment. Moi j'ai fait exactement comme tu l'as décrit, hein. À la base les confs je pensais pas du tout en faire et puis je me suis retrouvé à faire un meet-up avec une conf un peu longue. Pardon, voilà, un gros meet-up, et puis j'ai fait des formats courts, et puis un jour je me suis dit tiens, si je faisais un podcast, parce que j'avais envie de communiquer, j'ai sorti un podcast, et ce podcast-là m'a permis de m'ouvrir certaines confs, parce que le sujet que j'ai proposé, il existe déjà en version embryonnaire sur le podcast. C'est pour ça que je propose à des gens de me contacter si vous avez des sujets que vous avez envie de raconter ici. Moi je trouve ça toujours cool d'avoir des nouveaux sujets, et je sais que ça n'a pas aidé que moi à être pris en conf. Les gens qui regardent les sujets en conf, s'il y a une référence que ça a déjà été diffusé quelque part, il y en a certains qui vont avoir le temps, qui vont écouter, qui vont faire ouais ça m'intéresse vraiment, alors que le sujet à la base ça m'intéressait moyennement. Ok, c'est quelqu'un qui a déjà parlé, en plus on a un indice de confiance qui monte. Donc il y a plein de plateformes, faites des meet-up, tout ça. Après voilà, c'était l'exemple des confs, il y en a plein d'autres. Celui-ci, moi je m'en suis bien sorti, il y a d'autres trucs dans le monde de la tech. Des fois j'ai plus de problèmes à oser tenter des trucs. Typiquement sur des solutions, mettre en place certaines archis, je suis toujours hyper timide. Si je l'ai pas fait une fois ou deux avant accompagné, je vais avoir du mal à y aller. Alors que j'ai des potes, eux, c'est bon, j'ai lu un truc, j'ai fait 2-3 exercices, vas-y, YOLO, je le tente, je vais me ramasser, mais j'ai une capacité de travail qui va me permettre de quand même rester efficace chez mon client. Ça, moi, perso, j'ose pas. Chacun son... Après, il faudrait que j'ose un peu plus, parce que en termes de mesure d'impact, encore une fois, si je veux me vendre plus,
mieux, il faut que je sois capable de pas attendre qu'il y ait trop d'autres gens qui aient débroussaillé, sinon c'est ces autres gens qui vont être recrutés, pas moi. Ouais, en toute logique. Moi, sur l'histoire de la sortie de sa zone de confort et de la prise de risque, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est que je suis comme les autres humains, en fait. J'ai besoin de confort et j'ai besoin de me sentir en sécurité. Et en fait, j'accepte de temps en temps de mettre un orteil dehors sur un sujet, mais je me mets pas en danger partout. Alors si je le prends d'un point de vue macro, j'essaie d'avoir une vie perso équilibrée dans laquelle je me sens bien et où j'ai du plaisir à avoir du temps en famille le soir, le week-end. Pro, j'essaie d'avoir des projets dans lesquels je puisse me projeter, qui me sécurisent financièrement et qui ont du sens et qui ont de l'impact. Et de temps en temps, je vais tenter des choses côté perso où je vais me mettre un peu plus à risque, ou des choses côté pro où je vais me mettre un peu plus à risque. Par contre, je fais pas les deux en même temps. L'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur une zone de confort quelque part. Et puis d'avancer. Là, toi, tu disais, il y a par exemple, sur de la conf, t'arrives à sortir de ta zone de confort, mais sur une nouvelle archi, c'est plus compliqué. La question, c'est si tu prends ce sujet d'archi et que tu le découpes en petits morceaux, est-ce que tu arriverais à prendre un de ces sujets d'y aller? Et c'est toujours ça, c'est l'approche ingénieur, c'est prendre le problème. Il est immense, je le vois pas, tellement il est gros, je vois pas son entièreté, donc je vais le couper en petits morceaux et je vais prendre les sujets les uns après les autres. En fait, de partir de là, ça permet de comprendre beaucoup de choses, quoi. Et surtout d'y aller, de se mettre en mouvement, parce que c'est ça le sujet, hein, c'est pas de réussir, c'est de se mettre en mouvement. Carrément, de faire des choses, de pas rester prostré, tout comme le junior qui aurait peur de demander de l'aide au bout de 1 jour, 2 jours, 3 jours de rester bloqué. Pareil, à un moment, j'ai envie de dire, il faut y aller. Moi, j'ai envie de m'adresser à ceux qui nous écoutent. Toi qui nous écoutes, quel que soit ton profil, quel que soit ton niveau de maturité, si t'en es arrivé à ce moment-là de ce podcast, de cet épisode, pose-toi d'abord la question de ce que tu veux, en fait. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que t'as envie de faire évoluer? Et t'as pas besoin de faire un truc extraordinaire pour que ce soit bien, en fait. T'as juste besoin de te dire comment je me mets en mouvement. Et puis, si t'as envie, ma boîte mail ou sur les réseaux sociaux, je suis assez joignable sur Twitter ou par mail. Si t'as envie d'en parler, c'est toujours avec plaisir, en fait. C'est-à-dire que là, t'as une main tendue, et cette main tendue, t'as le droit de la prendre. Et ce sera toujours avec grand plaisir. Parce qu'en fait, on est dans un écosystème, on est dans un réseau où il y a de l'entraide. Et on a une chance énorme dans la tech que je vois pas dans d'autres industries, ou que je vois beaucoup moins dans d'autres industries, c'est qu'il y a beaucoup d'entraide. Et pour moi, c'est important, c'est de se dire que la porte, elle est ouverte et qu'on peut discuter. Ça veut pas dire que j'aurai la solution miracle et que je vais vous présenter le truc qui vous changera la vie. Non, ça veut juste dire que une discussion ou un échange d'emails, des fois, peut aider à un déclic, à un pas. Et le sujet, c'est que si vous voulez faire un chemin qui fait 500 pas, il faudra faire à un moment le premier pas, puis le deuxième, puis le troisième, puis le 10e. Et tant que vous n'aurez pas fait ces 10 premiers pas, en fait, le numéro 500, il arrivera jamais. Et donc, le sujet, c'est comment on fait pour faire ces premiers pas et comment on fait pour se mettre en mouvement. Et ça tombe bien, c'est ce que moi j'appelle entreprendre. Entreprendre, c'est se lever et y aller, quoi. Se mettre en mouvement. J'ai plus rien à ajouter, c'était la meilleure conclusion du monde, tu nous as fait. Limite poétique, avec le ton qui va bien et tout. J'aime beaucoup cette vision de entreprendre, ça veut pas dire créer des boîtes et générer du cash, en fait, c'est juste faire des choses et commencer à le faire et s'y mettre. Et j'ai envie de tendre la même main que tu proposes, hein, vraiment, c'est... S'il y a des questions, on peut le faire. Enfin voilà, on est joignable sur des réseaux. Je mettrai tes handles en description. Mais vraiment, ça sera avec plaisir. En plus, alors pour rassurer, c'est aussi intéressé parce que je trouve ça super enrichissant d'écouter le parcours des gens. Des fois, j'ai l'impression en faisant ça, de faire le canard en plastique du dev qui a un problème, qui a besoin de l'exprimer, il l'explique à son canard. Ah, mais j'ai la solution. C'est par là qu'il faut que je commence. Et en général, ça roule tout seul. Et moi, j'ai eu plein de gens qui m'ont permis de faire ça, qui m'ont posé les questions et qui m'ont dit mais vas-y. Ok, allez. Les équipes techniques avec lesquelles je bosse, la plupart du temps, quand j'ai une posture de directeur technique, en fait, elles finissent par m'appeler canard. Parce qu'en fait, je viens me poser à côté d'elle et puis je leur dis ok, tu bloques, raconte, t'en es où, tu fais quoi?
Et en fait, je fais juste ça. Et alors des fois, tu te dis, mais t'as pensé à regarder la doc? Viens, on lit la doc ensemble. T'as pensé à poser la question à ton binôme? T'as pensé à faire appel à un ami? Alors des fois, le canard, il ouvre son carnet d'adresse et puis on trouve une solution externe. Mais souvent, en fait, 99% du temps, oulala. Donc, à toi qui nous écoutes, garde en tête que y en a d'autres qui peuvent t'aider. Par contre, si tu demandes pas d'aide, c'est un petit peu comme si tu fais pas le premier pas. Il y a jamais personne qui t'aidera, en fait. Et dis-toi, si ça peut t'aider à te baisser la pression, c'est que je suis le premier à demander de l'aide. Je suis le premier à avoir besoin d'aide. Je te l'ai dit tout à l'heure, je suis un généraliste. Autrement dit, je suis un mauvais en tout. J'ai une vision très large du monde. J'ai une très très bonne culture web, tech. Par contre, j'ai une vision très peu profonde. Je suis plus mauvais que la plupart, que 100% des gens avec lesquels je travaille. Puisqu'en fait, ils ont une vision qui est moins large du monde, un peu plus étriquée, avec une vision plus profonde. Ce sont des spécialistes dans leur métier. Et donc, tu es quelqu'un, il y a de fortes chances que tu sois un spécialiste ou une spécialiste. Et donc, il y a un moment, moi, je passe mon temps à demander de l'aide à des gens. Je passe mon temps à leur dire, mais qu'est-ce que vous en pensez? Et après, c'est mon rôle que de faire une synthèse. C'est mon rôle que d'aider à prioriser. C'est mon rôle que d'amener une équipe quelque part. Mais ton sujet à toi, c'est, t'as le droit de demander de l'aide. T'as le droit. Voilà. Moi, il y a un truc que je dis souvent, c'est que je refuse le piédestal. Parce que le piédestal, quand quelqu'un te met sur un piédestal, le jour où tu tombes, ça fait mal. Et moi, je veux pas être mis sur un piédestal, en fait. Je suis comme les autres. J'ai juste mon expérience, ma vie, mes valeurs, ma manière de penser. Et des fois, je peux être différent, avec une vision du monde, et puis surtout l'assumer, et l'assumer haut et fort. Ça, je sais faire. Mais par contre, je suis pas mieux ou moins bien que les autres, en fait. J'ai juste, des fois, un peu à côté, parce que j'ai une vision du monde qui est out of the box. Voilà, je pense beaucoup en dehors de la boîte. J'ai une capacité à comprendre un contexte et à trouver les trucs qui sont dissonants, qui est assez rapide, en tout cas plus rapide que les personnes que j'ai l'occasion de croiser. Mais c'est pas un concours, en fait. Parce que si vous me demandez de déployer une infra, une archi, en fait, je sais pas faire. J'ai appris, j'ai fait des choses, mais en fait, aujourd'hui, je fais faire et je travaille avec des gens dont c'est le métier. Et c'est assez drôle parce que la manière dont je raconte mon métier à ma maman, c'est que je suis un chef d'orchestre. Si tu mets un chef d'orchestre tout seul, ça va être très très silencieux. Et si tu mets des musiciens qui sont des spécialistes dans leur métier sans chef d'orchestre, ça va être la cacophonie. Donc en fait, moi je sers à rien sans vous. On a deux doigts de lancer un deuxième épisode sur la posture de coach, mentor. Quand tu veux. Toi qui nous écoutes, si tu veux, tu t'envoies des mails, tu nous harcèles en disant quand est-ce qu'on fait un deuxième épisode. Voilà, on est chaud. On pourrait, ça peut être très intéressant, les postures. Tu parlais de demander de l'aide, juste accepter de se dire, ok, j'y arrive pas seul, je vais demander de l'aide, et ça c'est quelque chose qu'on a naturellement beaucoup de mal à faire. Donc ça sera intéressant. Donc on garde ça pour un numéro 2, déjà on a explosé le timing, je pense que tu as battu le record de l'épisode le plus long de l'histoire du podcast. Et pourtant on a dit qu'on essayait de faire synthétique. Mais je m'y attendais, c'est pas grave. Mais c'est très très cool. Ouais, juste rapidement pour clôturer, toi sur les réseaux, t'es sur Twitter, tu disais? Ouais, je suis sur un peu tous les réseaux sociaux, mais globalement, si vous voulez discuter, Twitter, c'est bien, et vous allez avoir un retour. Et vraiment, en fait, le réseau préféré, c'est la boîte mail, en fait. Ma boîte mail, elle est centralisée, ma boîte mail, elle est gérée, je réponds à mes mails, c'est efficace, on mettra mon adresse mail, je suis joignable. Et puis après, vous cherchez mon nom et mon prénom, vous me trouverez sur Internet. Voilà, dans tous les cas, s'il y a besoin de discuter, la porte est ouverte, et s'il y a besoin de discuter, vous saurez me trouver. Ça marche. Et presque je suis déçu, j'aurais bien continué encore 1 heure ou 2. On se prendra une après-midi complète la prochaine fois. Mais en fait, je pense qu'on va faire des rencontres IRL, je vais prendre des vrais micros cravates, et puis on va causer, et puis après je passerai mes week-ends à faire du montage pour avoir des trucs, mais ça sera avec plaisir. Je me rends compte, j'aime bien ça en plus, monter des trucs, mettre des cliffhangers, mettre les trucs à la fin, je l'ai déjà fait une fois, c'était marrant. Si je peux recommencer, je le ferai avec plaisir.
Pierre, vraiment merci d'être passé dans le podcast. J'espère que t'as passé un beau moment. Moi, c'était cool. J'étais content. Écoute, moi je suis ravi, merci beaucoup de m'avoir invité, j'espère que c'était pas trop décousu, et j'espère que toi qui nous écoutes, t'auras appris quelque chose. Si t'as appris quelque chose, dis-le nous. Moi, il y a des gens qui me disent « Ah, j'ai écouté l'épisode de podcast, c'était cool », et ma question est toujours la même, c'est « T'en as retiré quoi ?» C'est vraiment, si tu peux me dire, si t'es arrivé jusqu'ici, ce que t'en as retiré, si tu peux dire à Sylvain ce que t'en as retiré, c'est ça que ça nous aide en fait à comprendre les petits bouts de message, parce que sur... plus d'une heure de discussion. La question c'est quel petit bout de message il reste et qu'est-ce que tu vas faire, parce qu'en fait ma question numéro 2 c'est qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre maintenant. Et en espérant lire plein de retours à cet appel sur les réseaux, n'importe où vous voulez, il y a des commentaires sur Apple Podcast, faites-vous plaisir. Pierre, à la prochaine. À bientôt. Et vous tous, vous toutes qui nous avez écoutés jusque-là, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine. À la prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, geekez bien et codez bien.